Pendant des années, il a été présenté comme le critique le plus intransigeant de l'établissement post-conciliaire. Pendant des années, il a parlé d'une crise si profonde que beaucoup de catholiques peinaient même à suivre ses conclusions. Il a dénoncé la corruption. Il a dénoncé la confusion doctrinale. Il a dénoncé ce qu'il appelait un effort systématique pour transformer l'Église de l'intérieur. Puis quelque chose s'est produit que presque personne n'attendait. Le même homme qui avait passé des années à questionner la légitimité du pape François s'est publiquement adressé à Léon XIV avec le titre traditionnel réservé au pontife romain. Votre sainteté. Deux mots qui ont secoué des pans du monde catholique traditionnel plus que sans débat théologique. Parce que ces mots forcent une question que beaucoup de gens n'étaient pas prêts à poser. Qu'est-ce qui a changé? Et peut-être plus important encore, qu'est-ce qui n'a pas changé? À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la publication de la lettre privée de l'archevêque Carlo Maria Vigano à Léon XIV pourrait devenir l'un des développements les plus significatifs de ce pontificat. Non pas à cause de ce qu'elle dit sur le pape, mais à cause de ce qu'elle révèle sur l'avenir de la résistance catholique traditionnelle. Commençons par les faits. Le 18 juin 2026, l'archevêque Carlo Maria Vigano a rendu publique une lettre qu'il avait envoyée des mois plus tôt au pape Léon XIV. La lettre elle-même était datée de janvier 2026. Selon Vigano, elle a été transmise par les canaux officiels du Vatican. Elle n'a reçu aucune réponse. Aucune reconnaissance. Aucune audience. Aucune réponse. Pendant des mois la lettre est restée privée. Puis soudainement elle est apparue dans son intégralité. Et ce que les catholiques ont découvert à l'intérieur était stupéfiant. Pour comprendre pourquoi, nous devons comprendre qui est Vigano. Car l'archevêque Carlo Maria Vigano n'est pas simplement un autre évêque retraité exprimant des préoccupations. Pendant des décennies, il a occupé certaines des plus hautes positions dans l'Église. Ordonné en 1968. Entrant au service diplomatique du Saint-Siège en 1973. Servant au Nigeria. Servant au secrétariat d'État. Servant comme secrétaire général du gouvernorat de la Cité du Vatican. Et finalement servant comme nonce apostolique aux États-Unis. Ce n'est pas un homme qui observait le Vatican de l'extérieur. Il vivait à l'intérieur. Il y travaillait. Il en comprenait le fonctionnement. Et c'est précisément pourquoi son témoignage concernant Théodore Mccarrick en 2018 a créé un tel séisme. Pour la première fois, un diplomate senior du Vatican accusait publiquement les autorités de l'Église d'avoir ignoré des avertissements concernant l'un des cardinaux les plus puissants d'Amérique. Les conséquences furent immédiates. Vigano devint un héros pour certains, un vilain pour d'autres. Mais personne ne pouvait l'ignorer. À partir de ce moment, ses critiques se sont étendues au-delà de l'affaire Mccarrick. Il a commencé à parler de confusion doctrinale, de corruption ecclésiastique, du deuxième concile du Vatican, de la direction de l'Église elle-même. Année après année son langage devenait plus fort. Année après année son isolement grandissait. Jusqu'à ce que finalement le conflit atteigne son point culminant. Le 5 juillet 2024, le dicaster pour la doctrine de la foi l'a déclaré coupable de schisme. La peine était l'excommunication. La sentence était publique. La rupture semblait complète. La plupart des observateurs supposèrent que l'histoire était terminée. Ils avaient tort. Car voici maintenant la partie surprenante. L'homme officiellement déclaré excommunié. L'homme accusé de schisme. L'homme qui a passé des années à questionner la légitimité pontificale. A maintenant écrit directement à Léon XIV. Non pas en ennemi. Non pas en étranger. Non pas en révolutionnaire. Mais comme quelqu'un faisant appel au pape. Faisons une pause et considérons ce que cela signifie. Car les mots comptent. Surtout dans l'Église. Surtout quand ils sont écrits par un archevêque qui a passé des années à choisir chaque mot avec une précision extraordinaire. Vigano n'a pas écrit « Monsieur Prévost ». Il n'a pas écrit « Évêque de Rome ». Il n'a pas écrit « L'homme élu au conclave ». Il a écrit « Votre sainteté ». Ce titre change toute la conversation. Et immédiatement une question émerge. Vigano reconnaît-il maintenant Léon XIV comme pape? La réponse semble évidente. Pourtant les implications sont énormes. Car beaucoup des partisans les plus dévoués de Vigano le suivaient précisément parce qu'ils croyaient que la crise avait atteint des profondeurs telles que les catégories normales ne s'appliquaient plus.
Or le même archevêque semble maintenant agir à l'intérieur de ces mêmes catégories, sans abandonner ses critiques, sans rétracter ses préoccupations, mais en les adressant au pape lui-même. Et cette distinction est cruciale. La lettre n'est pas un acte de reddition. Loin de là. En fait, la lettre contient certaines des critiques les plus fortes que Vigano ait jamais dirigées contre la trajectoire actuelle de l'Église. Il défend son bilan. Il retrace des décennies de service. Il insiste sur le fait qu'il a été puni pour avoir exposé la corruption plutôt que pour avoir commis une faute. Il rejette l'accusation de schisme. Et il soutient que son opposition découlait de la fidélité à la foi plutôt que d'une rébellion contre l'autorité. C'est là que la lettre devient fascinante. Car Vigano fait simultanément deux choses. Il remet en question la direction de l'Église. Et il fait appel à l'autorité du pape. Ces deux réalités semblent contradictoires. Pourtant dans son esprit, elles sont parfaitement compatibles. Il se présente non pas comme quelqu'un attaquant l'Église, mais comme quelqu'un la défendant. Non pas comme quelqu'un rejetant la papauté, mais comme quelqu'un demandant au pape de l'exercer. Cette distinction pourrait devenir l'un des thèmes les plus importants des mois à venir, car elle reflète une lutte plus large se déroulant dans tout le monde catholique traditionnel. Une lutte sur la stratégie, une lutte sur l'identité, une lutte sur la façon de répondre à la crise. Certains croient que la réponse est la séparation. D'autres croient que la réponse est la résistance de l'intérieur. La lettre de Vigano suggère qu'il penche peut-être maintenant vers la seconde approche. Et cela change tout. Car si même Vigano frappe à la porte du pape plutôt que de s'en éloigner, les implications vont bien au-delà d'un seul homme. Mais il y a une autre révélation cachée à l'intérieur de la lettre. Une qui a attiré encore plus d'attention. Un détail qui était resté complètement inconnu jusqu'à présent. Un détail impliquant le cardinal Raymond Burke. Pendant des années, le cardinal Burke a occupé une position unique au sein de l'Église. Respecté par les catholiques traditionnels. Craint par les progressistes. Pourtant demeurant constamment à l'intérieur des structures officielles. Prudent. Mesuré. Précis. Maintenant Vigano révèle quelque chose de remarquable. Selon la lettre, le cardinal Burke lui a conseillé de rester caché. De se retirer de la visibilité publique. D'éviter de s'exposer inutilement. Pensez à cette image. L'un des cardinaux les plus célèbres du monde conseillant l'un des archevêques les plus controversés du monde de disparaître de la vue. Pas pour toujours. Pas en capitulant. Mais par prudence. Cette révélation nous dit quelque chose d'important. Elle nous dit que beaucoup des tensions que nous voyons publiquement ne sont qu'une fraction de ce qui existe en privé. Car sous les manchettes se trouve une autre réalité. Des conversations. Des avertissements. Des conseils. Des appels. Des désaccords. Des efforts pour éviter des ruptures plus profondes. Et peut-être le conseil du cardinal Burke appartient-il à ce monde caché. Le monde que nous voyons rarement. Le monde où les décisions sont prises bien avant qu'elles ne deviennent publiques. Pourtant l'existence de ce conseil soulève une autre question. Pourquoi publier la lettre maintenant? Pourquoi attendre des mois? Pourquoi la rendre publique à ce moment précis? Le timing est impossible à ignorer. Car l'Église se trouve actuellement face à de multiples tensions simultanément. Le processus synodal continue. Les questions concernant la doctrine continuent. Les consécrations de la FSSPX approchent. Les catholiques traditionnels restent divisés sur la stratégie. Et maintenant soudainement Vigano émerge du silence avec un appel direct à Léon XIV. Rien dans ce timing ne semble accidentel. Ce qui nous amène à la question la plus profonde de toutes. Que espère exactement accomplir Vigano? Car la lettre n'est pas simplement défensive. Elle n'est pas simplement autobiographique. C'est une demande. Une demande de dialogue. Une demande d'audience. Une demande d'être entendu. Et cette demande transforme tout le sens du document. Pendant des années Vigano s'est dressé comme un symbole de confrontation. Maintenant il apparaît comme un homme demandant une conversation. Non pas parce que ses préoccupations ont disparu. Non pas parce que ses convictions ont changé. Mais peut-être parce qu'il comprend que l'avenir du catholicisme traditionnel ne peut pas être construit entièrement sur l'opposition. L'avenir requiert quelque chose d'autre. Quelque chose de plus difficile. La volonté de parler. Et la volonté d'écouter. Si Léon XIV répondra reste inconnu.
Mais la publication de cette lettre a déjà changé la discussion. Car le critique le plus radical des dernières années vient de faire un geste auquel peu s'attendaient. Il a frappé à la porte du pape. Et cela soulève une question dont la réponse pourrait remodeler tout le paysage catholique traditionnel. Que se passe-t-il si la porte s'ouvre? Si la porte s'ouvre, les conséquences atteindront bien au-delà de l'archevêque Carlo Maria Vigano. Car cette histoire ne porte plus simplement sur un seul homme. Elle porte surtout un segment du monde catholique qui se sent de plus en plus ignoré. Pendant des années, les catholiques traditionnels ont observé les événements se dérouler avec une inquiétude croissante. Les restrictions de Traditioni Custode. Les débats entourant la synodalité. Les controverses autour de Fiducia Supplicans. Les discussions théologiques qui appartenaient autrefois aux revues académiques devenant soudainement des questions débattues autour des tables à dîner, dans les salles paroissiales et lors des rosaires en famille. De nombreux catholiques qui ne se considéraient jamais comme des militants se sont retrouvés à poser des questions qu'ils ne s'attendaient jamais à poser. Et tout au long de ces années, une figure après l'autre a émergé comme symbole de résistance. Le cardinal Burke, l'évêque Schneider, l'évêque Strickland, et peut-être le plus controversé de tous, l'archevêque Vigano. Pourtant il a toujours existé une différence entre Vigano et les autres. Burke est resté dans le système. Schneider est resté dans le système. Strickland est resté dans le système même après sa révocation. Vigano semblait s'en être éloigné. C'est pourquoi cette lettre est importante. Car l'homme qui semblait le plus éloigné semble maintenant se rapprocher. Pas nécessairement en accord. Pas nécessairement en réconciliation. Mais en engagement. Et l'engagement change le paysage. Pensez à ce que Vigano aurait pu faire. Il aurait pu continuer à parler uniquement à ceux qui sont déjà d'accord avec lui. Il aurait pu continuer à émettre des déclarations dirigées exclusivement vers ses propres partisans. Il aurait pu continuer à traiter Rome comme une institution lointaine au-delà de toute correction. Au lieu de cela, il a choisi une autre voie. Il a écrit directement à Léon XIV. Ce choix porte un poids symbolique. Car les symboles comptent dans la vie de l'Église. L'Église elle-même est construite sur des symboles. L'eau, l'huile, le pain, le vin, les mains posées sur les têtes, les genoux fléchis en prière. Et maintenant un autre symbole entre dans l'histoire. Une lettre. Une lettre voyageant d'un archevêque caché vers le souverain pontife. Une lettre demandant non pas la victoire mais une audience. Plus on y réfléchit, plus cela devient inhabituel. Car l'histoire est pleine de disputes dans l'Église. L'histoire est pleine d'excommunications. L'histoire est pleine de condamnations. Mais certaines des plus grandes réconciliations ont commencé exactement ainsi. Non pas par des accords. Non pas par des compromis. Mais par des conversations. Sainte Catherine de Sienne écrivait au pape. Saint Athanase endurait l'exil tout en faisant appel à l'autorité légitime. Même l'archevêque Marcel Lefebvre lui-même a passé des années à chercher le dialogue avant les événements dramatiques de 1988. L'Église a toujours vécu dans la tension entre autorité et conscience. Entre obéissance et conviction. Entre unité et vérité. Et c'est précisément pourquoi la lettre de Vigano ne peut pas être réduite à un geste politique. En son cœur se trouve une question profondément ecclésiale. Le désaccord peut-il encore être entendu à l'intérieur de l'Église? Pas célébré. Pas automatiquement accepté. Simplement entendu. Car si le dialogue devient impossible, chaque désaccord devient une rupture. Et chaque rupture devient permanente. C'est un chemin que l'Église a essayé d'éviter pendant 2000 ans. C'est pourquoi le silence entourant la lettre devient de plus en plus significatif. Des semaines se sont écoulées. Des mois se sont écoulés. Aucune réponse. Aucune audience. Aucune reconnaissance. Du moins aucune rendue publique. Et le silence a toujours deux significations possibles. La première est l'indifférence. La seconde est la délibération. L'histoire nous apprend à ne pas confondre les deux. Certaines des décisions les plus importantes de l'Église ont été précédées de longues périodes de silence. Les papes agissent souvent lentement. Les institutions agissent souvent lentement. Parfois d'une lenteur frustrante. Mais la lenteur elle-même ne révèle pas l'intention. La question reste donc ouverte. Léon XIV a-t-il ignoré la lettre? Ou réfléchit-il à ce qu'il faut en faire? Personne en dehors du Vatican ne peut répondre à cette question.
Mais tout le monde peut observer le schéma plus large. Car Vigano n'est pas le seul à attendre. La FSSPX a attendu. Les communautés traditionnelles ont attendu. Les catholiques préoccupés par la synodalité ont attendu. Les catholiques demandant la clarté doctrinale ont attendu. Le sentiment d'attente lui-même est devenu une partie de l'histoire. Et c'est peut-être pourquoi la publication de la lettre a résonné si fortement. Beaucoup de gens y ont vu leur propre expérience. L'expérience de parler et de n'entendre aucune réponse. L'expérience de poser des questions et de recevoir le silence. L'expérience de rester loyal tout en se sentant de plus en plus éloigné de ceux à qui le leadership a été confié. Que cette perception soit justifiée ou non est une discussion à part. Ce qui compte, c'est qu'elle existe. Et les dirigeants ignorent les perceptions à leur propre risque. Il y a une autre dimension qui mérite attention. Vigano encadre constamment sa lutte non pas comme un conflit personnel mais comme un conflit pour la vérité. Les critiques contesteront ses conclusions. Les partisans les défendront. Mais les deux camps doivent reconnaître quelque chose. Il croit sincèrement qu'il agit pour le bien de l'Église. Cette conviction traverse chaque ligne de la lettre. Il n'écrit pas comme un homme cherchant la réhabilitation. Il écrit comme un homme cherchant la justification. Il y a une différence. La réhabilitation demande l'acceptation. La justification demande la reconnaissance que ces avertissements étaient fondés. Et cette distinction peut expliquer pourquoi la lettre a généré des réactions si intenses. Car Vigano ne se rétracte pas de ses critiques précédentes. Il les porte directement devant le pape. Cela requiert du courage. Qu'on soit d'accord avec lui ou non. Cela requiert également une certaine espérance. Car les gens ne demandent pas d'audience quand ils croient que la conversation est impossible. Ils demandent des audiences quand ils croient que quelque chose peut encore changer. Et c'est peut-être l'aspect le plus surprenant de tous. L'espérance. Après des années de conflit. Après des années d'accusations. Après l'excommunication. Après l'isolement. Après s'être caché de la vie publique. L'existence de cette lettre suggère que Vigano croit encore que le dialogue est possible. Sinon il ne l'aurait jamais écrite. Cela nous ramène au cardinal Burke. Car le conseil rapporté de Burke apparaît maintenant sous un nouveau jour. Peut-être que ce cachet n'était jamais censé être permanent. Peut-être était-il censé créer une distance. Du temps. Une perspective. Le genre d'espace nécessaire avant qu'une autre tentative puisse être faite. Si c'est le cas, alors la publication de la lettre peut représenter la prochaine étape de ce processus. Pas une reddition. Pas une escalade. Mais un réengagement. Et cette possibilité à elle seule change la discussion. Pendant des années, les débats catholiques traditionnels ont souvent tourné autour d'une question simple. Rester ou partir? Combattre ou se séparer? Obéir ou résister? La lettre suggère une possibilité différente. Demeurer. Parler. Faire appel. Persister. Cette approche peut ne pas satisfaire tout le monde. Certains la considéreront trop conciliante. D'autres la considéreront trop confrontationnelle. Mais elle appartient à une longue tradition catholique. La tradition de faire appel à l'autorité tout en la challengeant. La tradition des saints qui ont dit des vérités difficiles sans abandonner l'Église. La tradition de croire que la réforme est possible parce que le Christ demeure le chef de son Église. Ce qui nous mène à la question finale et peut-être la plus importante. Que se passe-t-il ensuite? Personne ne le sait. Léon XIV peut ne jamais répondre publiquement. Une audience peut ne jamais avoir lieu. La lettre peut simplement disparaître dans les archives. C'est possible. Mais une autre possibilité existe. La possibilité que cette lettre devienne le début de quelque chose de plus grand. Une conversation. Une clarification. Une réévaluation. Une réouverture de questions que beaucoup supposaient définitivement résolues. L'histoire tourne souvent sur des moments qui semblent insignifiants au départ. Une réunion. Une lettre. Une conversation à huis clos. Des années plus tard, les gens regardent en arrière et réalisent que tout a changé là. Nous ne savons pas encore si cette lettre appartient à cette catégorie. Mais nous savons ceci. Le critique le plus virulent du pontificat précédent s'est maintenant adressé à Léon XIV comme pape. Il a demandé à être entendu. Il a fait appel plutôt que de se retirer. Et ce faisant, il a placé le prochain mouvement entre les mains de quelqu'un d'autre. La lettre a été écrite. L'appel a été formulé. La porte a été frappée.
Maintenant tout le monde attend de voir si elle s'ouvrira. Qu'en pensez-vous? Si vous avez apprécié cette vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.